J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de quelques sujets sur cette notion de cybersécurité, ou plutôt d'éthique et de lien à l'humain. Alors, comme pas grand monde me connaît dans le monde de la cybersécurité, parce que je n'y travaille pas, je vais vous parler un tout petit peu de ce que je suis, de ce que je fais. Ça fait maintenant une petite trentaine d'années que je mène des expéditions dans le monde entier, dans toutes les conditions climatiques, dans toutes les situations et les conditions qui nous poussent à une forme d'extrême, des milieux très chauds, très froids, très humides, qui ont surtout un intérêt, c'est qu'ils sont des milieux où tout peut arriver à tout moment. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer parfois dans la journée, dans l'heure, voire dans la seconde. Ça peut être une tempête qui nous arrive dessus, qui va durer 13 jours avec 200 km/h de vent. Ça peut être un ours polaire qui se lève. Ça peut être soudainement une zone qui se transforme parce qu'un tsunami lui passe dessus. Et on travaille aussi beaucoup sur les situations malheureusement de drames climatiques, de drames humains, que ce soit les tsunamis, les tremblements de terre, les grandes migrations actuellement, que ce soit dû en raison des guerres ou malheureusement du climat. Bref, depuis maintenant un certain nombre d'années, je travaille avec mon institut de recherche sur la compétence humaine à s'adapter à ces nouvelles conditions de vie, à ces nouvelles situations qui sont parfois extrêmement rapides et puis d'autres fois beaucoup plus lentes, mais néanmoins beaucoup plus prégnantes. On a plusieurs manières de travailler. Une de ces manières, c'est de, entre guillemets, faire des simulations en grandeur nature, des simulations du réel. Par exemple, au début d'année dernière, je me suis mis avec une quinzaine de personnes dans une grotte pendant 40 jours sans accès au temps, sans accès à aucun élément technologique ou digital, donc plus de montre, plus rien. Alors exactement le contraire de ce qu'on fait ici, et pour voir ce que le cerveau était capable de faire quand il était soudainement mis dans une situation totalement anomique par rapport à nos vies habituelles. Voilà le genre de choses qu'on mène. On travaille aussi évidemment sur des situations de crise, qui sont des situations de risk assessment aussi, et puis évidemment de comment gérons-nous l'avant, le pendant et l'après de ces risques. Et puis, ça peut être des risques très rapides, comme les tsunamis, ou ça peut être des risques différenciés, comme ici, ce joli champ d'Afrique subsaharienne, qui, 15 ans plus tard, quand j'y suis retourné, il y a 2 ans maintenant, est devenu un désert absolu. Et là, les questions se posent évidemment de comment les humains sont capables de vivre dans ces nouvelles conditions et de trouver des solutions ou pas pour faire face à ces nouvelles situations. Toutes ces conditions nous ont emmenés à périmétrer ce qu'est le risque et le changement. Et on constate que dans l'histoire humaine, il y a eu 3 grandes raisons qui ont poussé les humains à changer, à se transformer, qui ont mis l'humain face à des défis qui parfois le dépassaient un peu. Il y a une raison évidemment environnementale, le changement climatique, le changement de pollution, la biodiversité, bref, toutes ces choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a des changements sociétaux, l'augmentation des populations, la vie dans les villes. On était 15% à vivre dans les villes en 1900. On est aujourd'hui presque 70%. On était 1,5 milliard, on est presque 8 milliards. On a partout des poussées, des extrêmes. Bref, le changement sociétal. Et puis, le vôtre, le changement technologique, qui évidemment peut bouleverser complètement une société. Ce n'est pas nouveau. L'arrivée de l'avion en a été un. Aujourd'hui, l'arrivée du digital de plus en plus prégnante. Ce qui est intéressant avec ces changements, c'est que pour la première fois de l'histoire humaine connue, on ne connaît pas tout, mais en tout cas, celle qu'on connaît, c'est la première fois que l'ensemble de ces changements arrivent au même moment, de manière concomitante, ce qui provoque une quantité impressionnante de changements et de besoins de se confronter à la situation risque pour les humains, qui pousse parfois, malheureusement, de plus en plus les gens à des désorientations. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour nous, quand on doit parler de sécurité et de risque et de cybersécurité aussi, c'est comment fait-on pour sécuriser des systèmes où les humains sont de plus en plus soumis à des contraintes hallucinantes et où les cerveaux humains arrivent à parfois quelques limites. Non pas que le cerveau ne soit pas un outil extraordinaire, mais où le cerveau est poussé dans des retranchements. On considère aujourd'hui que la charge mentale que provoquent tous ces changements devient de plus en plus omniprésente et crée de plus en plus de désorientation. On le voit avec la quantité, malheureusement, de personnes en situation de stress et parfois de perte de compétences avec les burn-out, les dépressions, parce que nous arrivons à des limites de charge mentale avec l'ensemble de ces changements. Et la question, c'est comment arrivons-nous à mettre en place un système de sécurité qui demande une opérabilité à la fois des systèmes et des humains dans un contexte où de plus en plus les humains sont poussés dans leur dernier retranchement. Alors, je ne suis pas en train de militer pour avoir plus d'informatique, on va le voir pourquoi, mais on doit se questionner aujourd'hui sur ces cerveaux humains, sur la compétence humaine à faire face aux situations. Pour comprendre ce qui va suivre,
On va parler encore un tout petit peu de l'humain, puis après on verra son lien avec le cyber. Imaginez cette avalanche que vous venez de voir à l'écran. Imaginez que vous lisiez dans le journal que cette avalanche est tombée au Chimborazo la nuit dernière, qu'elle a rayé le camp de base de la carte et que les 10 personnes au camp de base sont décédées. Au moment où vous lisez cette information, elle vous touche pendant quelques secondes et puis ensuite vous oubliez complètement. Imaginez maintenant que sur ce même camp de base, vous avez votre frère, votre sœur ou une personne extrêmement proche. Cette même avalanche, au même endroit, avec la même situation, bouleverse complètement votre vie. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur sur les avalanches, mais parce qu'il faut bien comprendre qu'un humain n'est impacté par une situation que lorsqu'elle touche directement à son périmètre proche, son système humain, son entreprise, sa famille, lui-même, bref, lorsqu'elle touche ses émotions. Tout le système humain est basé sur la notion de sensorialité émotive. On parle de décisions froides, de décisions chaudes, de décisions à vif. En réalité, toutes les décisions que nous prenons, qui sont des décisions pensées, sont prédites et sont poussées par nos émotions. Il faut comprendre ça pour bien comprendre que ça fait déjà une différence peut-être potentielle avec le système informatique qui, lui, est plutôt un système relativement froid et qui pousse finalement à quelque chose d'assez simple. Un humain, lorsqu'il est face à une situation nouvelle, il va chercher ce qu'il appelle les panneaux indicateurs. Il regarde dans son cerveau tout ce qu'il a comme information et puis il essaye de trouver le bon panneau, le bon signal pour le conduire à la solution. On apprend plein de choses, on sait plein de choses, et puis à un moment donné, on a toujours une bonne solution à offrir à la situation. Et ça, c'est notre manière de programmer. Il n'y a pas de miracle, il y a beau avoir des systèmes auto-apprenants, des AI et tout ce qu'on veut. À un moment donné, au moment où on programme un système informatique, on le programme de la même manière. On le programme pour flécher un certain nombre de possibilités, un certain nombre de décisions qui répondent à une question qui est posée au cerveau ou au système informatique. Le problème des vraies crises, celles qui nous poussent dans nos retranchements, c'est que ces panneaux indicateurs n'existent plus parce qu'on fait face à une situation qui n'a jamais été périmétrée et jamais connue. Et on doit trouver une nouvelle manière de progresser dans un monde qui nous est alors totalement inconnu, puisque totalement nouveau. Et c'est là que rentre en jeu la compétence et la différence potentielle entre cette possibilité humaine de projection future qui doit résoudre un certain nombre de problèmes. Et là, on n'est pas toujours très bon. Imaginons le monde connu en 1500, lorsque Magellan va voir le roi du Portugal pour lui dire « j'aimerais bien avoir des bateaux pour aller explorer au-delà de ce qu'on vient de découvrir, de cette terre Amérique qu'on vient de découvrir ». Et le roi du Portugal lui répond réellement « Monsieur, cela ne sert à rien, nous savons tout sur tout. Tout a été découvert et est maintenant connu. » C'est fou. En 1500, voilà ce qu'on connaît du monde, et on lui répond « on sait ». Et ça, c'est un peu la problématique quand on commence à périmétrer notre système risque. On pense souvent qu'on a tout compris et qu'on sait faire les choses. Et pourtant, à chaque fois, on est confronté à quelque chose de nouveau. Et heureusement, Magellan, lui, ne s'est pas arrêté à ça. Il a été voir le roi d'Espagne, il a eu 5 bateaux, et il a un petit peu découvert l'océan Pacifique. Toute la question, quand on doit commencer à réfléchir à la sécurité, à la projection et à la mise en place de nouveaux systèmes, à savoir de l'innovation, cette notion d'innovation passe par la notion d'imagination. La capacité de considérer que nous ne savons pas. Ici, en me baladant dans le FIC, j'ai entendu beaucoup de gens qui savaient. Et ça, c'est peut-être le premier des dangers quand on parle de sécurité. Croire qu'on sait. À un moment donné, il faut imaginer ce qu'on ne sait pas. Et ça demande de se projeter dans une diversité, dans une compétence d'ouverture qui n'est pas toujours facile. Et cette diversité cognitive, qui a besoin de beaucoup d'énergie, est indispensable pour trouver des nouvelles manières de fonctionner. Et en fait, au bout du compte, notre manière d'innover dans le futur, notre manière de mettre en place nos systèmes futurs, passe par 2 équations assez simples. L'innovation digitale aujourd'hui, la manière qu'on aura d'utiliser tous nos systèmes merveilleux qu'on est en train de créer et qu'on utilise plus ou moins bien, elle a pour but normalement de donner une meilleure possibilité et d'ouvrir des nouveaux territoires pour le bien de l'humanité. Le hacking, la manière d'attaquer ces systèmes, c'est exactement pareil. Le but de personnes qui attaquent un système informatique ou un système digital, il est de trouver une nouvelle manière de le faire, donc d'ouvrir des nouveaux champs, tout en cherchant à mettre les cerveaux humains qui sont en face en désorientation. On a donc ce double lien
d'avoir une envie de dépasser tout en empêchant l'autre d'avancer, de le désorienter. Et là, on commence à voir les premiers liens entre cette notion de rechercher l'imaginaire pour l'humain et rechercher la désorientation pour l'empêcher de comprendre ce qui arrive et donc pouvoir facilement prendre la maîtrise de son système. Donc nous, au moment de penser tout ça, on doit peut-être reposer un petit peu ce qu'est le lien ou le non-lien entre le digital, le système informatique, le cyber, et nous, l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que vous pensez la même chose, mais vous imaginez la même chose, mais on a des fois un oubli au moment où on crée. Parce que quand on crée et quand on met en place des nouveaux systèmes, on est souvent très focalisé sur le besoin. On est ce qu'on appelle de la tunnelisation. On regarde ce qu'on a besoin de faire pour résoudre un problème en en oubliant parfois tout le reste. Il est nécessaire de se rappeler que le digital, quoi qu'il soit, alors il manque les écritures, c'est pas très grave, que le digital, quoi qu'il soit, doit rester toujours au service du vivant, et pas le contraire. Le digital, le système informatique, la protection qu'on y met, la sécurité, est là pour protéger le vivant et faire en sorte que nous puissions continuer notre vie de la meilleure manière possible. Sinon, à quoi ça sert? Pourquoi créer des machines, les sécuriser au maximum, si au bout du compte, le vivant n'a pas d'importance? La deuxième chose, et ça c'est la mission Deep Time, entre autres, cette mission hors du temps qui nous a permis de comprendre un certain nombre de fonctionnements cognitifs, qui nous pousse à constater quelque chose de très simple, et qui n'est pas toujours simple à comprendre, et qui est pourtant vrai. Toute accélération provoque un impact, d'une part sur l'environnement, et d'autre part sur l'humain. Il n'y a aucun moyen d'accélérer et de faire plus vite sans impacter. Et de plus en plus, on veut aller plus vite, on veut résoudre des problèmes, on veut faire calculer plus vite, et on met ainsi les systèmes humains et les systèmes cognitifs en jeu de manière assez hallucinante. Aujourd'hui, dans le panel des gens qui ont des difficultés à faire face et avec des fatigues mentales importantes, on a beaucoup de cyberinformaticiens qui sont dans la sécurité informatique. Parce que ça va trop vite. Mais ça, c'est à la limite un problème très spécifique. La question, c'est jusqu'où peut-on accélérer? Et comme on est déjà dans un moment où les cerveaux humains sont dans une forme de surcharge de par l'ensemble des changements que nous sommes en train de vivre, comment peut-on encore vouloir accélérer? Alors certains me disent, mais l'accélération, c'est surtout faire en sorte d'avoir des meilleures machines qui fournissent des meilleurs services, qui sont donc bien meilleurs, et qui finalement enlèvent de la charge à l'humain. J'ai une question à vous poser. C'est peut-être plus vrai pour les personnes qui ont aujourd'hui plus de 40 ans dans cette salle, mais c'est vrai pour tout le monde. Pensez-vous vraiment qu'avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, nous avons plus de temps en tant qu'humains qu'en 1960? Mais je peux vous garantir que non. Et toutes les études le montrent. Plus on veut accélérer, plus on a de solutions pour résoudre un problème, plus on augmente la vitesse et on perd de temps. Il n'y a aucun syllogisme inverse. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à réfléchir la quantité de systèmes qu'on veut mettre. Et avec un questionnement assez simple, aujourd'hui, alors qu'on est en train de mettre des puces partout, de mettre des systèmes informatiques, des systèmes de contrôle partout, jusqu'où peut-on aller? Dans les années 60, ma voiture, elle n'était pas hackable. On pouvait la voler, mais on ne pouvait pas la hacker. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 puces dans ma voiture. Enfin, je n'ai pas de voiture, mais les gens qui en ont, ils ont plus de 100 puces dans leur voiture. La question, c'est à se poser. Et je vous la pose sincèrement et sans aucune remise en question des métiers que vous avez les uns et les autres. Est-ce utile? À chaque fois que je dois penser à mettre une puce quelque part, est-ce utile? Puisque chaque fois, je crée à la fois un impact sur l'environnement et l'humain et que je crée une fragilité supplémentaire, puisqu'il n'est pas de système, aussi doué soit-il, aussi bon soit-il, qui ne soit pas hackable. Aucun. Un jour ou l'autre. Et donc peut-être que des fois, parfois, le meilleur moyen de créer de la cybersécurité, c'est de ne pas créer un système. Et peut-être qu'un des travaux que vous pouvez faire dans la cybersécurité, c'est de devenir des super conseillers pour se poser à chaque fois la question du bénéfice-risque de l'installation de système en a t-on besoin? Et jusqu'où doit-on pucer? Aujourd'hui,
on a des sociétés comme Neuralink qui pensent à aller mettre des puces dans le cerveau. Ce n'est pas encore tout à fait là, hein, on n'en est pas encore prêt, mais on n'est pas si loin. Ça a été testé sur des animaux. La vraie question, c'est, est-ce utile? Puisqu'il y a un syllogisme absolu, qui est que plus nous voulons aider l'humain par un système informatique, moins il a de temps ensuite, et plus il est sous pression. La puce dans le cerveau va peut-être aider le cerveau, mais elle ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc la question, c'est jusqu'où doit-on aller et comment nous pouvons réfléchir aujourd'hui la cybersécurité, non plus toujours sur « je protège un système que j'ai créé », mais peut-être parfois, et sans revenir évidemment à la bougie comme un célèbre président l'a dit il n'y a pas très longtemps, comment peut-on parfois réfléchir différemment à la sécurité en n'ayant pas à sécuriser un système qui n'a pas été créé? Aujourd'hui, cette question se pose. Parce que nous avons trop d'éléments à protéger, et pas assez d'humains pour le faire, et pas assez de cerveau pour le faire. C'est donc un vrai défi aujourd'hui, que de se reposer la question de ce à quoi sert fondamentalement la sécurité et l'informatique, et l'ensemble du digital qui va autour. Un vrai défi parce que les choses vont vite, très vite, vous le savez mieux que personne. Vous êtes là pour protéger des systèmes et vous savez que s'il faut protéger, c'est qu'il y a toujours des personnes capables d'attaquer. Et les notions de liberté aujourd'hui, d'émotion, de diversité, sont de plus en plus oubliées dans les langages et dans les perceptions que nous avons de notre monde et des systèmes qui sont censés le protéger. Vous connaissez tous Shanghai, la Smart Cities la plus évoluée du monde, qui a été élue Smart Cities la plus évoluée du monde. C'est super, hein. Alors ils vont très vite, ils ont plein de choses, ils ont un système de contrôle des habitants fabuleux. Et puis la Covid est arrivée. Et ce système qui était jusque-là fait pour plus ou moins aider la population est devenu un système de contrôle absolu. C'est la ville du monde qui a contrôlé chaque pas de ses habitants pendant 2 ans et qui le fait encore aujourd'hui dans beaucoup de cas. On est capable de tout savoir, de tout contrôler. Et donc, il va falloir redonner peut-être un vrai sens à la cybersécurité. Non pas seulement pour sécuriser des systèmes, ce que vous êtes capable de faire avec beaucoup de talent, et je suis impressionné d'ailleurs, en me baladant dans le FIC ces quelques minutes, j'étais abasourdi par la quantité de génie et de conception qu'il y a dans cette salle. C'est fabuleux. Mais sans oublier que tout cela doit se faire pour une seule raison, protéger la liberté, les droits, protéger notre diversité. Et bizarrement, on constate de plus en plus que les intelligences artificielles sont aussi racistes que certains humains. Protéger les émotions. Parce que sans émotion, aucune décision. Et sans décision, plus d'imagination. Et sans imagination, demain, il n'y aura plus rien à protéger. Je vous remercie de m'avoir écouté.